Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à l'employabilité des jeunes en Afrique. Alors, Monsieur Batana, quel profil de jeunes faut-il former? Des jeunes intrapreneurs, comme vous l'avez souligné, des jeunes entrepreneurs. D'abord, quel est le parallèle que vous faites entre les deux profils? Merci. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui arrive dans une entreprise créée par quelqu'un d'autre et qui se comporte comme un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il a une forte dose d'autonomie, de sens de responsabilité, de créativité, d'innovation. D'accord? Et il vient dans une entreprise de quelqu'un, mais il fait comme si c'était lui l'entrepreneur. Ça veut dire qu'il n'attend pas qu'on le dise, voilà ce qu'il faut faire. Non, vous arrivez, c'est vous qui allez dire au monde comment les choses doivent être faites. Bon, évidemment, les gens qui vont m'écouter vont dire c'est pas possible. Mais je leur dis oui, c'est possible parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont l'énergie, ils ont le temps. Donc, ils peuvent aller se cultiver sur Internet pour savoir aujourd'hui, c'est comme ça que les choses se passent et tout ça. Et avec votre propre savoir-faire, vous allez maintenant dire aux gens que c'est comme ça que vous arrivez dans une entreprise. Ok. J'ai donné l'exemple d'architecte et de juriste. Vous allez, vous essayez de maîtriser les outils d'intelligence artificielle qui peuvent permettre aux juristes et aux avocats, par exemple, aux juristes et puis aux architectes d'être très performants. Vous maîtrisez. Et maintenant, vous allez vers eux. C'est-à-dire que soit vous êtes un prestataire, ou si vous voulez, si le cabinet d'avocats est suffisamment grand, vous devenez un employé là-bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un intrapreneur. Il faut que les gens cessent de penser que j'ai un diplôme, je vais attendre une offre d'emploi sur Internet ou bien Togo Presse. Non, il faut aller susciter l'emploi parce que ceux qui doivent employer et ont les moyens pour payer, ils ne savent même pas qu'aujourd'hui, il peut y avoir des profils comme ça pour venir les aider à résoudre tel problème. Comment vous allez attendre qu'on vienne vous chercher? Non. Donc, il faut former des intrapreneurs. Donc, les intrapreneurs, il faut créer un environnement pour qu'il y ait la collaboration, pour qu'il y ait d'abord la proximité. Parce que la proximité entre les étudiants eux-mêmes, entre les étudiants et les formateurs, la proximité va générer la familiarité qui engendre la collaboration, qui est indispensable à la créativité et à l'innovation. Donc, la veille technologique. Il faut ça. Et si possible, l'infrastructure sportive, un restaurant à côté et un environnement pour maintenir les gens. Et ensemble, ils vont, même des gens peuvent créer des entreprises à partir de là. Donc, il faut changer de manière de former les gens parce que le contexte a complètement changé. D'accord? Maintenant, l'entrepreneur, c'est celui qui cherche les moyens, il a une idée, il prend le risque, il apporte des solutions. Bon, un intrapreneur, c'est un entrepreneur avec le stress de l'entrepreneur en moins. D'accord? Donc, les deux profils. Les entrepreneurs, à vrai dire, au vrai sens du terme aujourd'hui, doivent être formés par les incubateurs de start-up. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait émergence de start-up, d'incubateurs de start-up. Et l'endroit où il y a plusieurs incubateurs de start-up aujourd'hui s'appelle les parcs technologiques ou bien les hubs d'innovation. Donc ça veut dire que ce sont des passages obligés pour nos États. Dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, il est prévu la création au Togo d'un hub d'innovation. Et c'est comme la zone industrielle, le pays, plateforme industrielle d'ATTCOP. C'est-à-dire qu'on est obligé, le numérique offre la possibilité aux États, aux pays faiblement industrialisés de pouvoir travailler à régler, à réduire le problème de chômage des jeunes. Donc, en d'autres termes, il faut améliorer l'écosystème. Il faut améliorer l'écosystème. Les écoles peuvent avoir un mécanisme de fonctionnement pour sortir des entrepreneurs et maintenant, il faudrait que la mise en place des incubateurs, ça ne peut pas se faire parce qu'il faut de l'argent, d'accord? Parce que, qu'est-ce que fait un incubateur de start-up? Il assure une formation solide en gestion des entreprises. Il assure le mentorat. Il assure le réseautage. Il assure le financement. C'est-à-dire que vous avez de jeunes gens, il faut pouvoir quand même les propulser au départ. Aujourd'hui, l'État fait de financement à travers les différents programmes de développement à la base. D'accord? Mais donc, il va falloir continuer dans ce sens-là. Mais je pense que, autant une école peut avoir en son sein un mécanisme de fonctionnement pour sortir des entrepreneurs, mais pour former de vrais entrepreneurs, il faut des incubateurs. Alors oui, M. Batana, est-ce que vous avez un exemple d'intrapreneuriat qui marche et qui vous inspire? Non, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui à IPNET. Vous savez,
si vous venez... Est-ce qu'au niveau des entreprises, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des entreprises qui se démarquent par cela? Nous sommes en train de faire le tour des entreprises. Nous sommes en train de faire le tour des entreprises pour comprendre leurs besoins, leurs projets futurs. Après, on leur présente une liste de candidats. Nous avons, sur l'année 2024-2025, nous avons 118 boursiers financés par des bailleurs de fonds internationaux, notamment l'Union africaine avec la coopération allemande et tout ça. Donc voilà des gens qui... Bon, il y en a... Dans le cadre de la dynamique intrapreneuriale. C'est ça. C'est-à-dire que d'abord, si les jeunes, ils ont quand même un peu d'argent de poche et puis ils ne payent pas les scolarités, ok, déjà on peut approcher les entreprises, c'est ce que nous avons commencé à faire. On approche les entreprises pour connaître leurs besoins. Et puis, on va leur proposer des lycées à elles de choisir, d'accord? Et maintenant, l'étudiant peut aller travailler, même s'il n'est pas payé, d'accord? Mais c'est pour chercher à se rendre utile là-bas. Et nous pensons que par ce mécanisme-là, ces 118 personnes vont être retenues par les entreprises. Alors, l'intrapreneuriat, ça relève quand même de l'innovation. Alors, quelles sont les pratiques pédagogiques requises pour y arriver? Oui, mais il faut d'abord des espaces de coworking. Il faut des infrastructures sportives. Il faut peut-être un restaurant sur le même site. D'accord? Il faut des espaces où il y a la proximité entre les étudiants et les ingénieurs et les techniciens qui encadrent. Donc, et ça, il faut créer un cadre de sorte que même les jeunes qui ont des maisons très belles, quand ils sortent le matin, là, ils ont envie d'être sur le campus. D'accord? Et c'est comme ça que les gens, quand il y a la proximité, les idées nouvelles germent. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut les infrastructures sportives, des espaces de coworking, créer un espace pour faciliter la proximité entre les enseignants et les étudiants. Et comme ça, l'énergie des jeunes et l'expérience des enseignants, ça va permettre de faire la veille technologie, de comprendre où va le monde. Et maintenant, les jeunes peuvent sortir de nouvelles idées pour approcher les entreprises. Et comme ça, toute l'économie est levée comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est ce que peuvent faire les écoles. Mais les incubateurs de start-up, ça, c'est une autre initiative. Soit vous êtes un privé, vous le faites, vous cherchez de l'argent auprès des bailleurs de fonds, parce qu'il y a de plus en plus de bailleurs de fonds qui financent ce type d'opération en Afrique, et on cherche l'argent là-bas pour mettre en place un incubateur de start-up en bonne et due forme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire dans la bouche on forme les entrepreneurs, non, il faut le mentorat, le réseautage, le financement, etc., etc. Et moi, je pense que et aujourd'hui, Dieu sait, c'est que partout dans le monde, les informaticiens sont cherchés. Alors oui, quand vous parlez des incubateurs aujourd'hui, pour que ce soit un intrapreneur ou un entrepreneur, se pose le problème de financement. Oui. C'est un défi à relever sur le continent. Défi, mais les solutions existent. Aujourd'hui, il y a plein de bailleurs de fonds qui, si vous montrez que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, les bailleurs de fonds viennent en aide, et c'est ce que nous tentons de faire. C'est-à-dire que nous, notre stratégie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut obtenir le financement des bailleurs de fonds, parce que les jeunes, ils sont très ambitieux, mais il n'y a pas de moyens. Les gens n'ont pas l'argent. Donc, il faut quand même trouver des gens, en fait, en gros, trouver des gens qui nous payent pour former les jeunes qui n'ont pas l'argent. Parce que on fait le business, mais quand même, il faut faire du social. Il y a des gens qui ont les moyens pour payer leur formation. Ceux-là, ils sont bienvenus. Mais les autres, bon, il faut trouver quand même des gens qui payent. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est des pistes qui fonctionnent. Et nous, donc déjà, 2024, 2025, nous avons 118 boursiers. Mais donc, c'est payé par des bonnes volontés, des bonnes. Oui, qu'est-ce qui freine sur le continent cette émergence des hubs technologiques pour accompagner la croissance économique de nos pays? C'est l'argent. Les moyens financiers. Ah oui, parce que rien ne se fait sans l'argent. Déjà, vous voyez, nos États, d'abord, ont peu de ressources. Moi-même, j'ai peur parce qu'actuellement, les États mettent l'argent dans tout ce qui est développement à la base et tout ça. Mais le nombre de jeunes qui augmente, alors que les ressources tarissent, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Il faut commencer à réfléchir à ça. Je vous dis, le nombre de... Dans nos États, dans nos pays, dans la zone francophone, les États emploient entre 1 et 4% de la population active. Entre 1 et 4%. Les pays ne sont pas industrialisés. Il n'y a pas assez de champions nationaux. Les 99% des jeunes là, ils vont. On peut pas. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a de très forts risques que les programmes de développement à la base connaissent un essoufflement. C'est-à-dire que les moyens diminuent,
les gens à aider augmentent. Donc, il y a de fortes chances que dans le futur, les programmes de développement à la base ne soient plus vraiment assez efficaces pour maintenir nos États dans une forme de stabilité. Ça veut dire qu'il faut, au niveau des écoles, qu'il y ait des moyens pour former des entrepreneurs, qu'il y ait l'émergence des incubateurs de start-up, d'accord? Et je dis, les endroits où il y a plusieurs incubateurs de start-up réunis s'appellent les hubs d'innovation ou bien les parcs technologiques. Et je précise, le Togo a un projet dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dans l'axe 3, il est prévu la création. J'imagine que les pouvoirs publics vont pouvoir avoir les ressources financières pour pouvoir le lancer. Ça constitue pour nous un grand espoir. Ah oui, le Togo a en vue la création de ce hub, mais est-ce que sur le continent, il y a des initiatives qui vous attirent? Il y a Kigali Innovation City, c'est l'un des exemples qui m'épate le plus. Il y a le PTN, le Pacte des technologies du numérique au Sénégal, c'est déjà lancé. D'accord, c'est un projet d'à peu près 45 milliards de francs CFA. Ils sont sur 25 hectares. Le Kigali Innovation City, ils sont sur 62 hectares. D'accord. Et ils vont sortir 2600 ingénieurs par an. Il y a déjà 4 universités de classe mondiale qui sont là-bas. Carnegie Mellon University, il y a African Leadership University, il y a EMS, African Institute for Mathematical Science. Leur rêve, c'est qu'ils vont être présents dans 42 pays. Ils vont former les mathématiciens. Leur rêve, c'est que le prochain Einstein sera un Africain et il va sortir de EMS. Et puis, il y a l'Université de biotechnologie de l'État. Dans cet espace une colline de 62 hectares, c'est là-bas. C'est l'exemple qui m'épate le plus. Le Bénin est en train de faire son Semester City. Le Kenya est en train de faire le Konza Technopolis. Les hubs d'innovation, pour les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, et le Kenya, on n'en parle même pas. Ils sont vraiment dans une couche un peu en haut. Donc, il y a effectivement, les États sont en train de mettre les moyens pour créer les Silicon Valley. Et vous savez quoi? Nous avons la jeunesse du monde. L'informatique, c'est la science des jeunes. Et si nous avons des gens hyper bien formés, qui maîtrisent l'anglais, qui maîtrisent les règles de travail en international, il peut avoir ce qu'on appelle les centres délocalisés d'application dans nos pays, et notamment s'il y a des hubs d'innovation, c'est l'endroit où ils vont être. C'est-à-dire que les hubs d'innovation, il faut les écoles, les incubateurs de start-up, les usines et tout ça dans un endroit. C'est ça qu'on appelle un hub d'innovation. Je pense que nos États, les hubs d'innovation, la mise en place des hubs d'innovation devient une nécessité absolue pour les États qui ont les moyens de le faire. On a assez parlé des intrapreneurs. Maintenant, pour ce qui concerne les entrepreneurs, le profil d'entrepreneur, quelles sont véritablement les conditions requises? Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un ne va pas être un bon entrepreneur parce qu'il maîtrise les règles de l'entrepreneuriat. Vous allez être un bon entrepreneur parce que vous avez une solution à un problème réel de la communauté. Pour moi, si je dois former un entrepreneur, d'abord, il faut que ce soit quelqu'un qui maîtrise une solution, qui peut aller proposer aux autres. Même si ce n'est pas trop vendu, il faut qu'il commence. Et si vous êtes dans un village où on a besoin de paniers, vous savez bien tresser les paniers, vous pouvez vendre. Même si vous n'êtes pas un bon commercial. La première règle, il faut que les gens aient le savoir-faire. Ensuite, il faut être formé en entrepreneur, pas l'inverse. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quand quelqu'un veut entreprendre là, posez-vous de quelle capacité disposez-vous pour régler quel problème dans la communauté. C'est ça. Les gens prennent souvent le problème à l'inverse. Évidemment, il y a des domaines où les gens ont entrepris, ne sont jamais allés à l'école. Ceux-là, ils existent. Mais en technologie, vous devez savoir, vous devez avoir quelque chose que vous maîtrisez, que vous pouvez aller vendre aux gens. Alors, où est-ce que vous mettez l'innovation dans cette démarche entrepreneuriale? Oui, d'abord, pour être entrepreneur, il faut avoir l'innovation. Ah oui, sinon, vous commencez quelque chose et puis après, d'autres personnes sortent de nouvelles idées et puis vous êtes battu. Un entrepreneur doit être un innovateur. Donc, dans le système d'enseignement, il faut que le système d'enseignement soit fait de sorte que les gens qui sortent soient des innovateurs. Et comment ça se fait? Vous ne pouvez pas sortir des innovateurs dans un enseignement théorique. C'est rare. En tout cas, pas en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc, il faut un système d'enseignement où l'évaluation de l'apprentissage se fait
sur... c'est-à-dire que pour évaluer l'apprenant, il faut qu'il soit évalué sur un résultat mesurable, pas sur les définitions. Quand vous évaluez un apprenant sur les définitions, c'est ce que moi j'appelle un enseignement théorique. Quand vous évaluez l'apprenant sur un résultat mesurable, ça lui permet de développer la concentration et la culture du résultat. Les deux, la concentration et la culture du résultat, sont indispensables pour développer la créativité. Or, pour être entrepreneur, il faut être quelqu'un de créatif. Alors, vous avez reconnu sur ce plateau qu'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas arrivés au bout de leurs rêves. Oui. Quels sont les obstacles à l'entrepreneuriat aujourd'hui sur le continent? D'abord, si vous prenez le Togo, mon pays, d'abord, c'est la famille qui va vous dissuader. Je vais vous dire, je ne vais pas vous donner le nom, mais il y a moins d'une semaine, il y a un parent qui a appelé donc, un de mes collaborateurs pour avoir les informations pour pouvoir inscrire son fils donc, chez nous. Et après, le parent dit, mais il a appris que les gens conformes chez nous là, ils ont tendance à devenir des entrepreneurs. Alors que lui, il souhaite que son enfant travaille pour le gouvernement. Donc pour lui, c'est un risque d'avoir une école qui veut vraiment promouvoir des entrepreneurs. Et je peux vous dire que beaucoup de parents réfléchissent comme ça. Donc c'est déjà le plus gros frein. D'accord? Mais on lui a dit que, mais écoutez, si vous êtes formé parachutiste, commando, karatéka, après vous pouvez décider d'aller faire une carrière de policier. Rien ne vous empêche de le faire. Qui peut le plus, peut le moins. Donc ce n'est pas un handicap. Eh bien, il n'y a rien de... donc, ça, c'est le premier obstacle. C'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est le financement. Le troisième, c'est que pour avancer, il faut avoir des modèles. Dans la plupart de nos pays francophones, à part peut-être je veux dire l'Afrique noire francophone, le Cameroun est une exception. C'est-à-dire où vous avez des champions nationaux. D'abord, quand il y a des champions nationaux, ça permet aux PME d'exister et d'être fiables. Et ça, ils sont des modèles. D'ailleurs, je profite pour dire que quelqu'un comme Kofi Diondo, on devait pouvoir lui construire une statue de son vivant dans un carrefour à Lomé. Ne serait-ce que pour... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce que ce monsieur-là a fait. Askai, EcoBank, tout ça. Mais déjà pour leur montrer qu'il y a quelqu'un comme ça existe, hein, pour les inspirer, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup... Dans un pays... Parce que, vous savez, d'abord, dans nos pays, ce que le parent là a dit, il a peur que son enfant devienne entrepreneur. Il veut que son enfant travaille dans le gouvernement. La majorité des parents pensent comme ça. D'accord? Et donc, dans nos pays, c'est comme ça que l'école est comprise. Résultat, vous avez, dans nos pays, 80% des étudiants sont dans des filières de littérature et de sciences humaines et sociales. Je vais vous dire une chose. L'État peut mettre des milliards pour améliorer le système d'enseignement à l'infini. Il est impossible dans ce contexte de régler le problème du chômage. Parce que je vous donne juste un exemple. Et très rapidement, en quelques secondes. Très rapidement. Quand vous prenez la population des immigrés indiens aux États-Unis, ils représentent 1% de la population des États-Unis. Mais ils sont 8% des entrepreneurs aux États-Unis et 30% des entrepreneurs high-tech aux États-Unis. Et voici la raison. 80% des Indiens, les gens qui ont quitté l'Inde pour aller aux États-Unis, dans les universités, 80% sont dans les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc 35% sont en train d'étudier soit les maths ou l'informatique, 36% dans les autres métiers d'ingénieur, 6% en physique et en médecine et 3% dans les autres métiers oui, en quelques secondes, la leçon à tirer, c'est quoi? La leçon à tirer, c'est que pour faire les entreprises, il faut former des gens qui fabriquent, qui créent, qui transforment. C'est eux qui vont créer les entreprises et puis ceux qui gèrent les ressources humaines, la comptabilité, tout ça vont suivre. Vous comprenez? Mais dans nos pays, 80% des gens dans l'enseignement supérieur sont dans la littérature, les sciences humaines et sociales. J'ai dit, on peut mettre les milliards pour améliorer à perfection le système d'enseignement. Il est impossible de régler le problème de chômage dans nos pays. C'est votre appel, M. Pao Batana, directeur général d'IPNET Institute of Technology. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie, c'est moi qui vous dis merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.